Bonjour à vous et bienvenue dans le 195e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de Maribel, l'enfance meurtrière, album passionnant que l'on doit au scénario de Thea Rosman, au dessin de Vanessa Bellardo et c'est publié chez Glénat dans la collection Karma. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Hild, les femmes de Nibelungen, titre qui nous ramène à l'époque médiévale que l'on doit à Verle Hildebrandt ainsi qu'aux éditions Hanspach. Je parlerai ensuite d'Oser Joséphine, le 3e et dernier tome des Mémoires du Dragon, album amusant que nous devons au scénario de Nicolas Juncker, au dessin de Simon Spruit et c'est publié chez Le Lombard. Avec L'Enfer, l'artiste Nicolas Badou donne une suite et une fin au film inachevé d'Henri-Georges Clouzot, un album captivant édité chez Sarbacane. Il sera temps ensuite de vous parler de l'album Le Serpent majuscule, adaptation d'un roman de Pierre Lemaître par le talentueux Dominique Monferry, pour un titre publié chez Rue de Sèvres. Je vous présenterai aussi le très beau et captivant Un battement d'ailes de papillon que l'on doit à Loïc Malnati ainsi qu'aux éditions Paquet. Enfin, je terminerai par la réédition en grand format avec des bonus de Quelque part entre les ombres, premier tome de la série Black Sad qui fête ses 25 ans, que l'on doit à Juan Diaz Canales pour la partie scénario, Juanro Guarnido pour le dessin, et le tout est édité chez Dargaud, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Aujourd'hui, c'est une plongée dans une histoire criminelle que je vous propose, mais une histoire qui va beaucoup plus loin que cela, puisque vous allez découvrir que la criminelle en question avait un profil vraiment atypique au moment du crime. En effet, Maribel, jeune fille britannique originaire de Newcastle, va se rendre coupable du meurtre de 2 enfants de 3 et 4 ans, affaire qui a eu un énorme retentissement et qui vaut toujours à l'accusé, qui a aujourd'hui 66 ans, d'être une personne fortement détestée des Anglais. Avec Maribel, l'enfance meurtrière, l'objectif de Thea Rosman n'est pas du tout d'absoudre les crimes de celle qui les a commis, mais plutôt d'essayer de comprendre par quelle mécanique elle a été amenée à commettre ce double meurtre en 1968. Pour réaliser ce brillant travail, pas simple du tout, elle s'est appuyée sur un ouvrage, celui de la journaliste Gita Sereni, que l'album met en scène en compagnie de la Maribel adulte. Nous sommes alors en 1995. On se rend d'ailleurs compte à la lecture que les temporalités occupent une place fondamentale dans cet ouvrage, car Thea Rosman en convoque 3, 1995, date à laquelle Gita Sereni écrit son livre et interviewe Maribel, 1968, l'année où les crimes ont été commis, et une temporalité fantasmagorique qui s'affranchit du temps et de l'espace. Du coup, c'est une véritable prouesse graphique qu'a dû réaliser la dessinatrice italienne Vanessa Bellardo pour ne pas perdre le lecteur, une prouesse à laquelle participent grandement les couleurs de Stefano Ranconi et du studio Arancia. Mais revenons-en à l'histoire que la couverture nous invite à découvrir. Derrière la Maribel devenue adulte se cache la gamine de 10 ans qui a tué les 2 enfants, celle qu'il va falloir convoquer dans les souvenirs pour mieux comprendre comment on en est arrivé là.
Plutôt que de proposer une histoire chronologique qui montre le crime froidement dans toute son horreur, c'est un duo que l'on va découvrir, la journaliste Gita Sereni qui invite Maribel chez elle pour de multiples sessions de travail dont le résultat final sera un livre. Gita Sereni a d'ailleurs parfaitement conscience qu'elle risque d'être à son tour détestée à la suite de la parution de l'ouvrage, mais intriguée par l'histoire et le personnage qui se cache derrière l'acte atroce, elle prend la décision de s'intéresser à la racine du mal, comme elle l'explique à son mari. C'est ainsi qu'avec un dessin et des scènes qui alternent les entretiens entre les deux femmes et un cheminement qui pénètre les souvenirs et les angoisses de Maribel, apparaît une enfance cabossée et abîmée par la présence d'une maman qui sera d'une rare cruauté avec sa fille. Plus nous avançons dans l'ouvrage, et plus nous touchons du doigt cette violence que la jeune fille a subie étant jeune, lui donnant des repères biaisés pour se lancer dans la vie, reproduisant alors un schéma qu'elle a intégré très tôt. À la manière d'une psychanalyse, la journaliste fait venir cette vérité en douceur au fur et à mesure des séances de travail, rendant l'album de plus en plus intense et peut-être même dur à arpenter d'un point de vue des émotions. Après avoir abordé la thématique des violences sexuelles commises sur les enfants avec grand silence, Thea Roseman continue d'interroger et d'ausculter avec précision la mécanique de la violence avec le risque qu'elle se reproduise si l'on ne brise pas ce cercle monstrueux. Ces albums nous obligent à chaque fois à regarder ces violences droit dans les yeux, mais l'intelligence de son écriture et de la construction scénaristique n'empêche absolument pas de passer un très bon moment de lecture. Le dessin semi-réaliste de Vanessa Bellardo éloigne ce projet d'un voyeurisme malsain et porte cette narration avec force en donnant du caractère à ses personnages et une certaine intensité sur des scènes fortes, comme la fin de l'ouvrage par exemple. Dans des teintes bleutées, sépia, rouges ou en couleur de manière plus classique, le dessin et la mise en couleur, qui fonctionnent à l'unisson, permettent une lecture fluide et agréable pour un album qui prête forcément à réfléchir sur la nature humaine. Complété par une interview des deux autrices en fin d'ouvrage, Maribel, l'enfance meurtrière est un projet audacieux et vraiment réussi, un titre que je recommande fortement, sorti le 26 février dernier dans la collection Karma des éditions Glénat. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est à l'époque médiévale que nous entraîne mon premier coup de cœur, l'adaptation moderne qui s'intéresse aux figures féminines de l'épopée de Nibelungen, une histoire popularisée par l'opéra de Wagner au XIXe siècle. C'est en Burgondie, dans la ville de Velz, que nous entraîne cette aventure qui nous plonge dans les coulisses du pouvoir en nous faisant pénétrer la famille royale qui règne sur ce territoire. À la tête de celui-ci, le valeureux Dankwart qui sera passé de vie à trépas dès la 15e page, son épouse Ute et ses 4 enfants, dont le plus âgé Gunther est appelé à prendre la succession sur le trône. Pendant que l'aîné devient roi, la jeune et valeureuse Kriemhild ne décolère pas, elle aimerait elle aussi exercer le pouvoir, mais le seul rôle qui lui sera dévolu sera celui d'épouser un roi pour renforcer les alliances. Si elle n'est guère enthousiaste par ce destin, elle qui rêve de liberté et d'indépendance, elle va convoler en juste noces avec un certain Siegfried, roi des Nibelungen, homme dont la réputation le précède puisqu'il aurait réussi à vaincre un dragon. Ce mariage est d'autant plus opportuniste que l'armée de Siegfried va aider le jeune roi Gunther à garder son pouvoir face aux Saxons, raison de plus pour qu'il devienne le mari de la jeune femme blonde qui va ainsi partir vivre au Nibelungen. Dans le même temps, Siegfried va aussi aider Gunther à prendre une femme par la force, la courageuse et téméraire Brunhild, qui va se faire terrasser par son adversaire et être obligée d'épouser Gunther pour devenir reine de Burgondie. Ajoutons à cela le conseiller Hagen, qui essaye de tirer les ficelles pour servir ses intérêts, et nous avons là la peinture complète d'un jeu très défavorable aux femmes, celui des alliances et des trahisons, qui étaient fréquentes dans toutes les cours d'Europe.
Avec deux figures féminines fortes, au destin différent, l'autrice belge Veerle Hildebrandt essaye de raconter à nouveau cette histoire populaire en rendant justice aux figures féminines sur lesquelles s'abattait souvent la violence des hommes et l'ivresse du pouvoir. Avec un dessin très stylisé, dont le graphisme et les couleurs sont un clin d'œil aux enluminures que l'on retrouvait dans les ouvrages médiévaux, elle nous entraîne dans une histoire captivante que l'on prend grand plaisir à découvrir. Critique du pouvoir comme des sociétés patriarcales, Hild est surtout un récit qui est un hommage à ces femmes sur lesquelles reposait la garantie et la pérennité du pouvoir, mais que l'histoire a toujours laissé dans l'ombre. Sorti le 14 février dernier aux éditions Hanspach, Hild fait partie de ces belles surprises arrivées en librairie récemment, un album passionnant que je recommande chaudement. C'est sur les champs de bataille que l'on se dirige maintenant pour retrouver la suite et fin des aventures du Dragon dans des mémoires qui donnent ainsi le nom à cette série. L'homme à la moustache nous entraîne cette fois-ci en Italie pour accompagner l'épopée napoléonienne de l'autre côté des Alpes, une épopée dans laquelle on plonge avec les savoureuses histoires de ce personnage fort détestable aussi. On rappelle que ce qui guide les pas de notre héros, ou plutôt anti-héros, ce n'est pas forcément son cerveau, mais plutôt un organe présent bien plus bas, jetant ici son dévolu sur Joséphine de Beauharnais. C'est que l'épouse de Napoléon accompagne son empereur de mari durant cette campagne d'Italie, qui va mener les troupes françaises de Milan à Tortona, en passant par Binasco et Arcole. C'est d'ailleurs sans aucune vergogne que durant cette campagne d'Italie, notre dragon va massacrer femmes, vieillards et enfants, histoire de parfaire sa légende que le peintre Antoine Jean va fixer sur la toile. Toujours aussi truculent, le dragon va encore réussir à avoir le beau rôle, alors qu'une fois encore, il ne pense qu'à boire, s'envoyer en l'air et rester le plus loin possible des champs de bataille, en bon couard qu'il peut être aussi. Dans cet épisode, il va s'attacher à essayer d'être le plus souvent possible auprès de Joséphine afin d'assurer une garde rapprochée, vraiment très rapprochée, mais il va rencontrer sur son chemin un autre prétendant pour la femme de l'empereur. C'est un certain Hippolyte qui va faire de l'ombre à notre héros, partant même avec une longueur d'avance, ce qui ne va pas décourager notre dragon qui va ainsi jouer un rôle fondamental dans la bataille d'Arcole, selon ses mémoires. On s'amuse toujours autant dans ce troisième tome avec ce personnage qui a tous les défauts de la Terre, mais qui arrive toujours à s'en sortir avec les honneurs, mais que la grande histoire semble avoir oublié. C'est qu'un épilogue à cette série vient nous en dire plus sur le pourquoi de cet oubli dans les manuels d'histoire, petit épisode qui permet de clôturer en beauté cette série dont le troisième tome s'appelle assez légitimement « Oser Joséphine ». Si le scénario de Nicolas Juncker est toujours aussi enlevé et efficace, le trait de Simon Sprit donne beaucoup de caractère à cette série et à ce personnage que j'aurais adoré suivre sur les 3 tomes. Moins lubrique, et encore que, mais plus cruel encore, l'homme à la moustache est mis en dessin avec un contour épais, des expressions exagérées et une mise en couleur qui apporte du relief à cette aventure et finit de faire passer un bon moment de lecture. Ce sont toujours les éditions du Lombard qui éditent cette superbe série que j'ai adoré suivre, un 3e titre sorti le 14 février dernier pour un triptyque que je ne saurais trop recommander. C'est le film inachevé d'Henri-Georges Clouzot que l'on retrouve en bande dessinée depuis le 5 mars dernier, L'Enfer, un film que Claude Chabrol tourna en 1994 et qu'un documentaire sorti en 2009 finit de remettre sur le devant de la scène. C'est toute cette matière, et bien plus encore, que le trentenaire Nicolas Badou a réuni ici pour finir de donner vie à ce projet qu'avait imaginé Clouzot avec un casting 5 étoiles dont Romy Schneider et Serge Reggiani occupaient les rôles titres. Ce sont d'ailleurs les traits que donne l'auteur à ces 2 personnages principaux, ce couple que l'on voit se rencontrer et se marier avant d'avoir un enfant dès les premières pages de l'ouvrage. Reprenant un hôtel à quelques encablures du viaduc de Garabi, le couple semble filer l'amour parfait et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si Marcel n'allait pas sombrer dans une jalousie maladive que l'on voit monter au fur et à mesure des pages qui se tournent.
Marcel est ainsi persuadé que sa jeune et jolie femme Odette le trompe sous son nez à longueur de journée, et cette jalousie maladive va non seulement avoir des répercussions sur la vie du couple, mais dans sa vie professionnelle, puisque les clients vont finir par quitter les lieux. Avec beaucoup de talent et de maîtrise, alors que c'est seulement sa première bande dessinée, Nicolas Badou nous fait toucher du doigt cette psychose qui s'empare de Marcel, une psychose qui va le faire glisser doucement vers la folie et vers le drame. En noir et blanc, avec un dessin tournoyant à la manière du tableau Le Cri de Munch, ce personnage à la tourmente qui se dessine jusque sur son visage, le déformant, comme la couverture de l'ouvrage le montre bien. Cette femme qu'il aime et dont il veut posséder les moindres recoins de son esprit, il l'imagine dans des scènes où le dessin se colore dans un bleu et rouge qui se mélange et qui la montre lascive avec d'autres hommes. C'est un véritable tour de force de réussir à faire toucher du doigt ce personnage qui sombre page après page, alternant le réel et le fantasme qu'il s'invente pour mieux reprocher les infidélités supposées d'Odette. Album bluffant de maîtrise et percutant, L'Enfer est une bande dessinée publiée aux éditions Sarbacane, un titre captivant qui plaira autant aux amateurs de 9e que de 7e art. Il vous faudra lire jusqu'à la dernière case de la dernière page pour que se lève le voile sur le titre énigmatique de mon coup de cœur suivant, Le Serpent majuscule, adaptation d'un roman de Pierre Lemaitre par le talentueux Dominique Monferry. Elle est d'ailleurs très singulière, cette histoire qui met en scène une vieille dame qui s'appelle Mathilde, alors qu'on l'imaginerait facilement en mamie gâteau avec sa mise en pli et son chien-chien qui la suit partout. C'est en réalité une tueuse à gages implacable que nous allons suivre ici. On la découvre dès la première page avec son fameux ciré jaune qu'elle enfile dès lors qu'elle doit accomplir une basse besogne. Il faut dire que le ciré lui permet d'être ainsi protégé des projections de sang qui pourraient la salir. Et se protéger du sang, il va falloir y faire attention, car la vieille dame attaque avec une arme lourde, un Desert Eagle, arme volumineuse qui fait de sacrés dégâts pour qui se fait trouer la peau avec un tel pistolet. En plus d'avoir une superbe couverture qui l'écarte de tout soupçon, son âge avancé et son aspect physique, Mathilde suit à la lettre un protocole qu'elle a conservé d'une époque lointaine, celle où elle œuvrait dans la Résistance en compagnie d'Henri. Pour compléter cette galerie de personnages hauts en couleur, c'est l'inspecteur Vassiliev qui va enquêter sur une série de meurtres qui n'est rien d'autre que l'œuvre de la vieille dame, comme on le découvre au fil des pages qui se tournent. Vieux garçon rendant visite à son père, qui n'est plus autonome, il en profite au passage pour charmer l'aide de vie de son paternel, une certaine Tévi, jeune femme qui ne reste pas insensible aux tentatives maladroites de drague de l'inspecteur. C'est donc dans un thriller déjanté que nous entraîne Pierre Lemaitre, qui arrive en plus à nous tenir en haleine jusqu'au bout, nous réservant en cours de route de sanglantes surprises. Pour mettre le tout en dessin, Dominique Monferry s'est installé une ambiance en proposant un dessin semi-réaliste précis et expressif qui donne beaucoup de caractère à l'ensemble des protagonistes. Dans une mise en couleur douce où s'alterne le sombre et la lumière, il nous entraîne dans une histoire singulière avec des personnages qui le sont tout autant. Vous aurez compris qu'on passe ici un très bon moment de lecture. Le Serpent majuscule est un album qui est arrivé le 12 mars dernier en librairie, un titre édité chez Rue de Sèvres que je vous recommande chaudement. C'est dans un monde passionnant que nous entraîne Loïc Malnati avec son nouvel album baptisé Un battement d'ailes de papillon, un ouvrage qui nous fait pénétrer la cité imaginaire de Vapor Sordium. Dans cet univers qu'habitent de petits insectes qui se nourrissent de pommes et qui se méfient du froid qui peut les faire disparaître, un scientifique, le docteur Mandeville, va mettre au point des pantins mécaniques qui vont assurer prospérité et survie à toute cette communauté. C'est donc tout naturellement que le prologue nous fait plonger dans cette cité où ces pantins mécaniques occupent l'espace dans une anarchie qui a éloigné la paix et l'harmonie de cette civilisation. Ainsi, parmi les personnages présents sous cette forme presque humaine, nous retrouvons le professeur Mandeville, mais aussi son alter ego, le professeur Épicure, que nous avions découvert de même dans l'ouverture de cet album.
C'est autour de ces deux figures scientifiques que va tourner l'histoire, deux pantins qui vont essayer de résoudre ce désordre qui pourrait bien finir de mettre en péril leur espèce. C'est en découvrant une larve sous forme de chrysalide à l'emplacement du cœur d'un pantin criminel que les deux vont avoir une révélation, mais partir sur deux constats totalement différents. Pour le professeur Mandeville, la solution passe par la contrainte et la répression. Contrôler le chaos et l'incertitude passe aussi pour lui par l'anéantissement total des plantes et du vivant dans la cité. Pour le professeur Épicure, prévoir et anticiper les actes des citoyens qui provoquent des réactions en chaîne est la solution pour mettre fin au désordre qui s'est emparé de Vapor Sordium. C'est ainsi que nous voyons les deux destins évoluer vers deux directions différentes, faisant des anciens collaborateurs deux rivaux dont les solutions ne feront pas forcément preuve d'une grande efficacité et l'une et l'autre. À travers cette histoire qui met en scène des pantins mécaniques, Loïc Malnati parle surtout de nous et de la façon dont on fait parfois société, le tout dans un récit aussi captivant que beau graphiquement. C'est d'ailleurs la grande force de cet ouvrage, dont la couverture donne le ton, ce dessin précis et fouillé qui nous entraîne dans un univers entre le steampunk et le récit pour enfants, le tout porté par de très belles couleurs qui flattent l'œil du lecteur. Mélangeant habilement une réflexion sur soi et sur l'autre, sur l'influence qu'une société a sur nous et sur celle que l'on peut avoir sur elle, l'auteur propose un album aussi intelligent que passionnant à lire, qui est une véritable réussite. Ce sont les éditions Paquet qui publient cette bande dessinée aussi surprenante qu'emballante, un ouvrage arrivé en librairie le 5 février dernier qui, comme vous l'aurez sûrement compris, fut une belle surprise en ce qui me concerne. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition en grand format de Quelque part entre les ombres, le premier tome de Black Sad qui retrouve le chemin des librairies à l'occasion des 25 ans de la série. C'est donc ce que l'on pourrait appeler un classique de la bande dessinée qui se voit réédité ici, dans une collection qui verra les 6 tomes revenir en librairie. Je parle des 6 tomes, car les 2 derniers feront l'objet d'un seul et même volume. Si vous êtes passé à côté de cette série, ce sera l'occasion ou jamais de vous rattraper, d'autant que le grand format rend parfaitement justice au dessin à l'aquarelle d'un Juanro Guarnido, qui nous explique d'ailleurs son travail dans la seconde partie de l'ouvrage. Si vous aimez cette série, vous serez aussi heureux de retrouver dans une 3e partie une interview croisée entre Guarnido, le scénariste Juan Diaz Canales et leur éditeur François Lebescon. C'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur la jeunesse de ce projet et de découvrir comment les deux ont travaillé ensemble et ce qui a permis le succès de cette série à un moment où Dargaud venait de perdre le procès Astérix et devait se réinventer. Pour rappel, Quelque part entre les ombres est le premier tome de Black Sad. Il démarre par la découverte d'un corps, celui d'une femme, une comédienne, que Black Sad a bien connue par le passé, car il a travaillé pour elle et ils ont eu une liaison. Dans ce monde où des animaux anthropomorphisés, ou plutôt zoomorphisés pour être plus précis, évoluent, John Black Sad est un détective privé qui a les traits d'un grand chat noir. C'est donc lui, le héros, que l'on va suivre ici mener son enquête avec ce style qui lui est propre, direct et sans aucune concession, même s'il va se heurter lui aussi à des animaux de la pire espèce. Avec beaucoup de talent, Juan Diaz Canales donne des caractéristiques bien précises à chacun des personnages et offre une intrigue dense et captivante qui tient à l'origine sur 48 pages. Petit bijou de série policière en bande dessinée, ce premier album permet de mettre en place notre héros et l'univers dans lequel il va évoluer. Il est à retrouver ici avec une nouvelle couverture qui joue sur l'alternance du noir et du gris. Le dessin à l'aquarelle de Juanro Guarnido joue d'ailleurs beaucoup sur le contraste entre l'ombre et la lumière, réussissant à mettre en place une véritable ambiance que l'on prend plaisir à retrouver d'un tome à l'autre. Ce sont les éditions Dargaud qui ont eu la brillante idée de ressortir cette série dans cette version plus grande et étoffée. Attention tout de même, le tirage étant limité, ne tardez pas si vous voulez mettre la main sur cet objet qui fera un très bel effet au sein de votre BD Tech.
Ainsi se termine ce 195e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Maribel, l'enfance meurtrière, album que l'on doit au scénario de Thea Rosman, au dessin de Vanessa Bellardo et qui est publié aux éditions Glénat dans la collection Karma. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode. J'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe. Sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 31 mars, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.